Eh bien salut tout le monde les amis, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous êtes en forme. Aujourd'hui on se retrouve pour la deuxième preview de la saison, une preview qui est ultra importante pour ma part. Tout simplement pourquoi, puisque lors de ce Grand Prix de Chine, puisque oui nous allons parler du Grand Prix de Chine, ce Grand Prix de Chine représente pour moi probablement les premières réponses qu'on pourrait avoir sur le niveau de performance des écuries. Certes, nous sortons tout juste d'un Grand Prix de Melbourne qui était tout bonnement exceptionnel, dû à son scénario, dû aux conditions extrêmes de ce Grand Prix, mais un Grand Prix de Melbourne qui n'a pas pu nous apprendre grand-chose au niveau des perfs. Alors c'est vrai que certaines écuries ressortent, telles que McLaren, telles que Mercedes qui s'en est très très bien sorti, telles que Red Bull avec un très très grand Max Verstappen, mais il faut le dire, on reste un petit peu dans le flou. Voilà, on est encore une fois un petit peu dans le flou. Moi, personnellement, j'ai pas eu toutes les réponses à mes questions et j'attends énormément ce Grand Prix de Shanghai dû aux caractéristiques de ce tracé qui sont beaucoup plus propice à avoir certaines réponses et dû également à certaines écuries qui pour ma part se sont un petit peu loupées lors du Grand Prix de Melbourne, notamment Ferrari, mais je vais bien sûr y revenir. En tout cas, on est reparti pour la deuxième preview de la saison, j'espère vraiment que ça vous plaira. Si c'est le cas, n'oubliez pas de liker, de vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Je remercie chacune des personnes qui prendront une seconde pour le faire et je remercie également toutes les personnes qui m'ont envoyé quelques petits messages, quelques gentils messages. Voilà, la semaine dernière j'étais un petit peu malade, ça s'est vu notamment pendant le débrief, ça s'est vu rien qu'à ma tronche, c'était très très compliqué de tourner ce débrief et voilà, vous avez été nombreux à m'envoyer des messages donc je vous en remercie encore une fois. Sur ce, on est reparti maintenant pour la vidéo. Donc comme toujours on commence cette preview avec le point circuit qui me semble être quand même un point extrêmement important. Là on se retrouve sur le tracé de Shanghai, un peu comme tous les circuits d'Hermann Tilke, c'est un circuit où on retrouve énormément de lignes droites, des courtes lignes droites comme de très très longues lignes droites comme celle dans le troisième secteur où il est très très simple de dépasser par la suite au freinage. C'est généralement dans cette zone là où on a le plus de dépassement. On retrouve des sections plutôt serrées, des sections étroites et notamment beaucoup de zones de dépassement, que ce soit dans le premier et dans le deuxième secteur, même si on va pas se mentir, c'est un petit peu plus compliqué de dépasser dans le deuxième secteur. C'est une piste également qui évolue énormément, c'est l'une des pistes pour ma part qui évolue le plus. Donc attention tout de même aux mauvaises surprises, attention également à la dégradation des pneus. Je rappelle qu'au niveau pneumatique, on est sur à peu près du milieu de gamme, les C2, les C3 et les C4, et que généralement en termes de dégradation, il va falloir faire gaffe tout de même à l'arrière, notamment l'arrière gauche. Si on parle un petit peu plus en termes mécaniques, la stabilité au freinage est ultra importante, l'adhérence également latérale est ultra importante, notamment dans le premier secteur. La charge doit être, on va dire, moyenne. Il faudra essayer de trouver le meilleur compromis entre la traînée et l'appui. Donc attention à ne pas se faire surprendre, puisque si tu mets trop d'appui, tu vas être énormément pénalisé dans le troisième secteur avec la grande ligne droite. Et si tu ne mets pas assez d'appui, tu risques d'être énormément pénalisé, notamment dans les premiers virages au premier secteur. C'est là où il faut le plus d'appui, le plus de traction. La traction est ultra importante, donc attention à trouver exactement le bon compromis au niveau des réglages. Donc là, nous arrivons sur un tracé qui est beaucoup plus traditionnel, un tracé qui peut être comparé à d'autres circuits tels que Spa, tels que Suzuka, un tracé qui est beaucoup plus représentatif pour ma part des performances des écuries, donc il va falloir faire très très attention exactement à bien regarder les petits détails tout au long du week-end, puisque là on va vraiment pouvoir constater, je l'imagine, les vraies forces et faiblesses de certaines écuries. Melbourne, c'était un très très bon tracé, mais on parle quand même d'un tracé urbain, un tracé où il est difficile de pouvoir juger les performances des monoplaces. Donc là, on va enfin avoir du concret. Donc vraiment hâte d'y être. N'oublions pas que nous sommes sous format sprint, un format qui n'est pas non plus à prendre à la légère, puisque c'est un format généralement qui va venir favoriser certaines écuries qui ont du mal par moment à trouver certains réglages sur leur monoplace. Donc voilà, concernant ce tracé de Shanghai. Maintenant, on va faire un petit tour des équipes. Donc on est parti pour faire un petit tour des écuries et commençons par le leader du championnat constructeur. Je parle bien sûr de McLaren. McLaren qui a fait très très fort quand même à Melbourne. McLaren qui a mis tout le monde d'accord. Ils ont directement montré la couleur papaye. Franchement, c'est indéniable. Là où on attend certaines réponses concernant d'autres écuries, McLaren, ils nous ont directement donné toutes les réponses qu'on attendait. Ils ont été au top. Ça se voit que l'écurie a énormément travaillé sur le concept, un concept qui est beaucoup plus agressif. Ça se voit également que certaines arrivées ont eu directement un effet très très positif. Je pense par exemple à Rob Marshall qui est arrivé chez McLaren il n'y a pas très longtemps de cela, et on voit directement sa petite touche sur la monoplace. Elle est parfaite, cette voiture. Pour ma part, elle est parfaite. C'est la voiture parfaite. C'est l'objectif à aller chercher pour toutes les autres écuries. Et ça se constate. Ça s'est vu à Melbourne. Et je pense qu'on va être
forcément sur quelque chose d'assez similaire. Je ne vois pas du tout McLaren lever le pied à Shanghai. Dans aucun scénario, je vois McLaren en dehors du podium à Shanghai. Maintenant, la seule interrogation que je me pose, puisque oui, à Melbourne, on a bien pu le constater, il y avait encore une fois certains ailerons mobile. Voilà, on va pas se mentir, la flexibilité des ailerons chez McLaren a été énormément scrutée. Red Bull a demandé plusieurs fois à la FIA d'ailleurs de faire quelques vérifications sur la MCL 39, des vérifications qui ont été faites par la FIA. Juste après le Grand Prix de Melbourne, la McLaren a été scrutée de haut en bas, de fond en comble, comme vous voulez. Ils ont tout regardé. Ils ont vraiment tout regardé, que ce soit au niveau du refroidissement, que ce soit au niveau des ailes, que ce soit au niveau du plancher. Ils ont tout regardé. Et la McLaren a été jugée légale. Maintenant, la seule différence par rapport à Melbourne, puisque oui, pour ceux qui s'en rappellent, je vous avais déjà parlé de certaines directives techniques qui devraient faire leur apparition lors de cette saison 2025. Il y a la TD 34 concernant les ailerons arrière qui devait apparaître à Melbourne et la TD 18 concernant les ailerons avant qui devait apparaître en Espagne. Donc des directives techniques qui avaient pour but de réduire la flexibilité des ailerons, puisque on a bien pu le constater l'année dernière, McLaren jouait énormément avec la flexibilité, que ce soit à l'arrière ou à l'avant. On a pu le voir, voilà. Et pas seulement que McLaren, il y avait également Mercedes, il y avait également Ferrari en fin d'année 2024. Donc beaucoup d'équipes jouent un petit peu avec la flexibilité, puisque ça te donne un gain tout de même qui est monstrueux, surtout au niveau de l'aileron avant. Quand l'aileron avant se baisse en ligne droite et te permet de réduire ta traînée et qu'il vient remonter en fin de ligne droite sur les zones de freinage pour te permettre de récupérer un certain appui, c'est un avantage qui est tout bonnement monstrueux. Donc pourquoi est-ce que je vous dis tout ça? Eh bien c'est très très simple. C'est que la FIA a pris une décision, pas plus tard que lundi dernier, concernant l'aileron arrière, concernant la flexibilité de l'aileron arrière, une décision qui pourrait tout de même avoir un impact. La FIA a pris la décision de modifier l'article 3.15.17 concernant l'écart de fente entre l'aile principale et le slot gap, en gros l'aile mobile de l'aileron arrière. Pour Melbourne, cet écart ne devait pas atteindre les 2 mm. Voilà, il ne pouvait pas y avoir 2 mm entre ces deux ailes. Pour la Chine, et c'est là où on en vient aux modifications, cet écart a été réduit à 0,5 mm. Voilà, donc là quand même c'est un changement assez majeur. Et pour le Japon, cet écart sera encore une fois réduit à 25 mm. Là, vu qu'ils viennent tout juste d'introduire la modification, ils ont mis 25 mm de tolérance pour ce Grand Prix de Chine, donc 0,5 mm. Mais c'est un changement quand même qui reste assez significatif. C'est un changement important. J'ai décidé de vous en parler quand je vous parle de McLaren. Pourquoi? Puisque McLaren est l'une des écuries qui a le plus utilisé ce phénomène, et ça depuis l'année dernière. Cela pourrait avoir un impact non négligeable sur la McLaren. Je pense qu'ils sont tout de même préparés d'une certaine manière, mais attention tout de même, on parle quand même d'une écurie qui a de très très gros problèmes de traînée. Bon là, je trouve que cette année c'est un petit peu moins le cas, avec l'aileron arrière qu'on a pu voir à Melbourne. Là, avec une réduction de 75% de l'écart de fente entre les deux ailes, j'ai hâte de voir, Je ne sais pas quel sera l'impact sur la MCL 39, mais attention tout de même. Et même, il n'y a pas seulement que McLaren qui est touché par ce phénomène. On peut citer également d'autres écuries telles que Ferrari et également Mercedes. En tout cas, voilà les amis, je me tenais quand même de vous en parler et de vous tenir au courant concernant cette modification de l'article 3.15.17 du règlement technique. On continue avec Mercedes qui est co-leader avec McLaren au championnat constructeur actuellement. Alors Mercedes, j'ai trouvé qu'ils ont été quand même assez impressionnants à Melbourne. Mis à part la très très bonne performance de George Russell, bon George Russell de toute manière, voilà, on commence à avoir l'habitude, bien sûr qu'il ne faut pas réduire les exploits de George Russell, mais c'est un pilote qui est tout bonnement incroyable dans cette monoplace, ça se prouve rien qu'en regardant sa qualification. Andrea Kimi Antonelli également, tout le monde a été surpris, j'ai l'impression, moi j'ai pas tellement, vraiment pas tellement, je vous l'ai dit lors de la preview la semaine dernière, c'est un pilote qui ressemble énormément à Lewis Hamilton dans son style de pilotage. C'est un pilote qui sait extrêmement bien s'adapter, et on a pu le voir à Melbourne, avec des conditions qui étaient tout bonnement catastrophiques. Ça a été l'un des seuls rookies à ne pas se planter. Donc bien sûr après, il roule dans une Mercedes, ça on est d'accord. Mais tout de même, revenir de la 16e à la 4e place avec un dépassement exceptionnel sur Alexander Albon dans le tout dernier tour, et en plus dans la chicane, faut le faire. Et ça montre le talent de ce jeune garçon. Donc je le vois bien sûr continuer sur sa lancée. Maintenant au niveau de la W16, j'avoue que je suis rassuré, mais en même temps il y a encore une fois quelques points d'amélioration. Rassuré puisque je pense que la voiture a une bonne fenêtre d'exploitation.
C'était vraiment ce qui manquait à Mercedes la saison dernière. Je pense également que la voiture s'est nettement améliorée, notamment dans la dégradation des pneus. C'était le plus gros problème également de Mercedes. C'est d'ailleurs pour cela que Mercedes n'a pas changé de suspension lors de cette saison 2025. Ils sont vraiment restés sur les suspensions de poussée pour avoir exactement le meilleur compromis au niveau pneumatique. Ça se constate qu'il y a eu un énorme travail sur la dynamique du véhicule, que l'aspect aéromécanique de la monoplace a été nettement amélioré pour cette saison 2025. Après, bien sûr, je vois encore une fois quelques faiblesses. À Melbourne, c'était très très compliqué pour Mercedes de trouver le bon compromis entre une bonne adhérence et une bonne vitesse de pointe. C'était l'écurie qui avait le moins d'appui et qui n'était pas non plus l'écurie la plus rapide sur les lignes droites. Généralement, quand tu as le moins d'appui, tu as tendance à être rapide tout de même sur les lignes droites. Pour Mercedes, ce n'était pas forcément le cas. Ils étaient à peu près au même niveau que la McLaren sur les lignes droites, mais par contre, au niveau de l'appui, ils étaient très très loin de la McLaren. Donc là, pour ce tracé de Shanghai concernant Mercedes, il faudra essayer de trouver le meilleur compromis, essayer d'avoir la meilleure adhérence possible, sans pour autant négliger les lignes droites. Ça sera le défi de Mercedes ce week-end. Mais mis à part cela, je trouve que la voiture est tout de même bien née. Les pilotes ont été extrêmement rassurants. J'espère juste que Andrea Kimi Antonelli ne loupera pas sa qualification cette fois-ci. Normalement, on devrait rester sur temps sec tout au long du week-end. Donc ça sera quand même intéressant de voir le comportement de cette Mercedes tout au long du week-end, notamment vis-à-vis de la dégradation des pneumatiques, un facteur ultra important, je l'imagine, dans l'évolution de cette W16 tout au long de la saison. On continue avec Red Bull qui n'a pas non plus déçu, notamment Max Verstappen. Max Verstappen, comme je vous l'avais dit lors de la preview la semaine dernière, je m'attendais à ce qu'il soit au rendez-vous, même s'il n'a pas la voiture la plus compétitive. Max Verstappen est toujours présent. Après, on va pas se mentir, la Red Bull avait quand même un certain écart avec la McLaren à Melbourne. Mais tout de même, je trouve que Max Verstappen a été présent la semaine dernière. Il a montré certaines qualités, il a été dangereux à certains moments. Et mis à part cela, si je ressors de ce Grand Prix de Melbourne, je trouve que Red Bull a quand même enlevé énormément de faiblesses. Ils ont quand même enlevé énormément de faiblesses. La semaine dernière, on était à Melbourne sur un circuit assez bosselé, sur un circuit qui est par moments imprévisible, sur un circuit où il te faut forcément la meilleure vitesse de pointe. Eh bien Red Bull, ils ont coché plusieurs cases. La Red Bull avait le moins de traînées, ils avaient la meilleure vitesse de pointe. C'était la seule monoplace, bien sûr je parle de Max Verstappen, à pouvoir concurrencer la McLaren dans les sections rapides. Et c'était une monoplace qui n'était pas énormément touchée par, vous savez, les bosses, les vibreurs. On s'en rappelle, lors des années précédentes, le plus gros problème de Red Bull se situait sur les circuits un petit peu imprévisibles avec certaines irrégularités. Là, je trouve qu'à Melbourne, ça n'a pas du tout posé de problème. Max Verstappen avait l'air très très à l'aise dans sa monoplace. Donc bon, certes, il y a eu quelques erreurs, mais bon, c'était sous la pluie, donc je vais pas forcément les comptabiliser. Mais je trouve que oui, la Red Bull s'est nettement améliorée. Et même, je le dis ouvertement, s'il continue sur cette lancée, pourquoi pas les voir revenir au même niveau que McLaren après 3 ou 4 ou 5 Grands Prix, du moins après les évolutions, ça ne me surprendrait pas du tout. Bon les amis, on continue maintenant avec l'écurie qui a été la plus attendue, je l'imagine, lors du Grand Prix d'Australie la semaine dernière, et qui nous a forcément déçus d'une certaine manière, même si je ne suis pas forcément, encore une fois, d'accord pour dire que Ferrari nous a véritablement déçus. Pour moi, Ferrari s'est beaucoup plus loupé qu'autre chose. La voiture n'a vraiment pas donné tout son potentiel à Melbourne. C'était très très compliqué de trouver les bons réglages. D'ailleurs, concernant la contre-performance de Ferrari, puisque oui, c'était quand même 9e, 10e à la fin de ce Grand Prix, on pouvait s'attendre à mieux, logiquement. Et concernant cette contre-performance, c'est encore une fois qu'une rumeur, rien n'a été confirmé par Ferrari, mais cela serait venu d'une hauteur de caisse beaucoup trop haute. Due à une usure excessive du plancher, Ferrari aurait tenté d'augmenter, enfin du moins de surélever la monoplace, histoire d'épargner un petit peu le fond plat, et ça aurait donné bien exactement une monoplace totalement imprévisible, une monoplace très très compliquée à conduire, et c'est pour cela que Ferrari aurait totalement loupé le week-end à Melbourne. Lors de la journée du samedi, on nous avait dit que Ferrari avait opté pour un setup de pluie. Au final, lors de la journée du dimanche, on nous dit oui, écoutez, ils ont surélevé la monoplace, donc au final, ils n'avaient plus du tout d'appui. Voilà, ce ne sont que des rumeurs encore une fois, mais je pense sincèrement que Ferrari s'est véritablement loupé, mis à part bien sûr les réglages. La stratégie était tout bonnement catastrophique, ils ont tenté un truc à la fin, je l'en veux pas, encore une fois, il n'y avait que ça à tenter, et c'est vrai que quand on voit les deux Ferrari derrière la stake de Nico Hülkenberg, c'est vrai qu'on peut forcément se poser des questions. Mais là, je prends ce Grand Prix comme peut-être une réelle surprise de la part de Ferrari. Je vois beaucoup de personnes en ce moment, on va dire, lâcher l'affaire d'une certaine manière concernant Ferrari, dire que la saison sera encore une fois similaire aux saisons précédentes, que Ferrari ne gagnera pas cette saison.
Moi, je le dis, je le répète encore une fois, ça fait 2 previews d'affilée que je vous le dis. Je ne m'arrête pas à 2 grands prix. Vraiment, je ne m'arrête pas à 2 grands prix. Ça serait une véritable erreur de s'arrêter à 2 grands prix. Je pense que Ferrari va revenir à un moment donné, ça j'en suis persuadé. Ils ont les armes pour pouvoir revenir. Ils ont apporté un nouveau concept de suspension qu'il faut encore une fois comprendre. Mais voilà, c'est difficile par moment de comprendre la monoplace. Il faut mieux commencer la saison sur un circuit type Shanghai. Shanghai qui va te donner beaucoup plus de précision sur tes forces et tes faiblesses que sur un circuit de Melbourne qui est rempli d'irrégularités. Un circuit qui n'est même pas permanent. Parce que là, à Shanghai, c'est un circuit qui est extrêmement lisse. Un circuit où tu n'auras pas l'obligation d'augmenter la hauteur de caisse. Parce que l'augmentation de cette hauteur de caisse, si c'est réel, je pense que Ferrari a opté pour cette option également due aux irrégularités de la piste qui ont peut-être posé un certain problème à la SF25, peut-être probablement un problème de rebond. Là, à Shanghai, ça sera un scénario totalement différent, une piste totalement différente. Donc, il y aura moyen de tester autre chose. Mis à part cela, on a une course sprint, rappelons-le, un facteur qui n'est pas négligeable quand tu as envie de tester ta voiture au maximum entre le samedi et le dimanche. Donc oui, je vois Ferrari revenir, je vois Ferrari peut-être créer la surprise à Shanghai et pourquoi pas redonner un petit peu d'espoir aux tifosi. Donc oui, cette deuxième manche du championnat du monde est une réelle épreuve pour Ferrari. S'ils reviennent, je ne serai pas surpris. S'ils stagnent, je ne serai pas non plus surpris. Voilà, je ne serai pas surpris non plus. Le seul moment pour ma part où on pourra juger Ferrari, c'est au moment où il y aura les premières évolutions. C'est là où on pourra enfin donner un verdict concernant la Scuderia Ferrari. La saison de Ferrari commence ce week-end à Shanghai. Melbourne, c'était un faux pas. Maintenant, il faut se relever absolument. Donc on a parlé des 4 top teams. Si je pouvais juste rajouter une équipe qui pourrait peut-être devenir une top team, vraiment, ils ont été extrêmement impressionnants. C'est d'ailleurs dommage qu'un certain Carlos Sainz n'a pas pu terminer la course à Melbourne. Williams qui... Waouh, c'est franchement c'est quand même assez surprenant. Je vais être totalement honnête avec vous, je ne m'attendais pas du tout à les voir aussi haut à Melbourne. Je trouve que cette voiture a été peaufinée sur énormément d'aspects. Une voiture qui a totalement repris d'ailleurs le concept de Mercedes. C'est peut-être pour cela d'ailleurs que Williams s'en sort aussi bien. Ils ont gardé énormément de qualité de l'année dernière, notamment leur vitesse de pointe sur les lignes droites. Ça va énormément les aider, je l'imagine, à Shanghai. Après, encore une fois, attention tout de même, j'attends la confirmation pour Williams, j'attends la confirmation. C'est vrai qu'ils sont partis chercher un énorme résultat. Je pense d'ailleurs que c'est le meilleur résultat pour un premier Grand Prix sur les 10 dernières années pour Williams. Donc un très très gros résultat, ça c'est sûr et certain. Il va falloir confirmer tout ça. Pareil pour Alpine que je considère à peu près comme Williams, Alpine qui a eu beaucoup de mal, notamment en fin de Grand Prix la semaine dernière. Mais sinon, mis à part cela, je trouve que le rythme est bon. Je trouve que la voiture part sur un concept qui est quand même différent, notamment sur les côtés, un concept de refroidissement qui est quand même différent de ceux des autres écuries, et ça a l'air de fonctionner pour le moment. Pierre Gasly méritait bien mieux à Melbourne, et je reste encore une fois optimiste concernant Alpine pour Shanghai. Après, concernant les autres écuries, je ne vais pas vous vendre du rêve, c'est encore une fois, il faut des confirmations. Il faut des confirmations, et c'est là où Shanghai est extrêmement important, que ce soit par rapport à Racing Bulls, que ce soit par rapport à Stake. Aston Martin également, qui est très très compliqué à juger. Par moment, on a une monoplace qui est très très stable, et dans un autre moment on a une monoplace qui part totalement dans du sous-virage, qui est instable. On l'a vu avec Fernando Alonso le week-end dernier. Donc encore une fois, il va falloir attendre la confirmation. Et pareil pour l'écurie américaine As qui était nulle part à Melbourne, et franchement j'ai vraiment hâte de voir leur performance à Shanghai, et j'espère sincèrement qu'ils vont revenir. As qui était sur une réelle évolution lors de la saison 2024, là ils sont en total, c'est une chute libre. Vraiment, c'est une chute libre, ils sont nulle part, que ce soit en qualification ou en course. Donc on va attendre encore une fois, et on verra bien comment ça se passera pour eux d'ici ce week-end. Donc on est parti maintenant pour mon pronostic, et petite nouvelle habitude, voilà, qu'on va prendre ensemble pour cette saison. Vous savez très bien que moi j'adore, exactement, vous demander vos pronostics en commentaire, et vous le savez très très bien que généralement j'aime bien récompenser ceux qui ont trouvé le podium dans l'ordre. Désormais, je vous montrerai les commentaires des personnes qui ont trouvé le bon podium. Voilà, donc la semaine dernière, vous avez été plus de 200 à pronostiquer, et je vous en remercie. Malheureusement, ça s'est pas bien passé, voilà, pour la plupart d'entre nous. Moi, j'avais mis Norris, Verstappen,
Leclerc, si je me souviens bien, je m'étais trompé sur Russell. Beaucoup se sont trompés sur Russell, sur Piastri qui n'était pas présent sur le podium. Beaucoup avaient mis une Ferrari. Il n'y a eu qu'une seule personne qui a trouvé le bon pronostic. Donc, je montre son commentaire. Bien joué à lui, bien joué à Astérix. Voilà, un abonné d'ailleurs de longue date. Désormais, à chaque preview, eh bien, je passerai les commentaires des personnes qui ont réussi à trouver le bon podium dans l'ordre lors de la course précédente. Donc, je vous invite, si vous voulez passer dans la prochaine vidéo, je vous invite à mettre votre pronostic comme d'habitude. Concernant mon pronostic personnel, ça va être extrêmement simple, hein. Je vais rester sur ce que j'ai vu bien sûr à Melbourne. Déjà, le premier pilote que je vais mettre, et je pense qu'à ce niveau-là on va tous être d'accord, il a très bien commencé cette saison. J'avais énormément d'exigences vis-à-vis de ce pilote. Son écurie également avait énormément d'exigences. Il a très bien commencé cette saison. Je vais bien sûr mettre Lando Norris. Il m'a prouvé, que ce soit sur la piste ou en dehors de la piste, qu'il avait l'air plus que déterminé à vouloir absolument gagner lors de cette saison 2025. Il m'a prouvé qu'il avait pris en maturité lors de ce premier Grand Prix. Il faut encore une fois le confirmer et je le vois confirmé à Shanghai. Après bien sûr on n'est jamais à l'abri d'une surprise, mais je vais tout de même rester sur Lando Norris. En deuxième position, je vais rester sur le deuxième pilote qui ne déçoit jamais. Je vous en ai déjà parlé la semaine dernière, mais bien sûr Max Verstappen, hein. Qu'il ait la meilleure voiture ou non, il est toujours dans le coup. Et ça, c'est une réalité. Donc je pense que je ne prends pas trop de risques en le mettant sur le podium. Donc je vais rester sur Max Verstappen deuxième. En troisième position, je vais mettre un pilote qui aurait dû probablement terminer sur le podium vu les qualités de sa monoplace et ses qualités de pilote. La semaine dernière, bien sûr, il aurait dû terminer sur le podium pour ma part, c'est bien sûr Oscar Piastri. Oscar Piastri, je le vois bien en troisième position. Après, bien sûr, j'imagine qu'un doublé McLaren n'est pas impossible. Là, je suis resté dans une totale logique, mais après, bien sûr, je n'exclus pas du tout certaines surprises telles que Mercedes, telles que Ferrari. Ferrari, il ne faut surtout pas les enterrer. Donc oui, il peut se passer plein de choses lors de ce Grand Prix de Shanghai. Là, j'ai vraiment voulu rester sur de la logique pure, sur ce qu'on a déjà pu voir à Melbourne. Après, bien sûr, on verra comment ça se passera. J'ai pas envie de vous influencer, hein. Mettez vraiment votre pronostic personnel dans les commentaires, ce que vous pensez pour ce Grand Prix de Chine 2025. En tout cas, les amis, on va s'arrêter là pour cette preview. J'espère vraiment qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas le petit like, le petit abonnement, ça fait toujours plaisir. Et même, ça m'aide énormément à faire grandir cette chaîne YouTube. Sur ce, je vous souhaite une excellente journée, une excellente soirée. Prenez soin de vous, passez une bonne fin de semaine. Et je vous dis à dimanche pour le débrief de ce Grand Prix. Salut tout le monde.